Hello, bonjour. Alors, donc on va vous présenter aujourd'hui un webinaire qui s'inscrit dans la continuité des précédents webinaires qu'on a mis en ligne tous les mercredis. Le but, c'est de présenter des outils juridiques qui peuvent être mobilisés en matière climatique, en matière environnementale et en matière de droits humains, on verra. Alors aujourd'hui, on va se concentrer plus particulièrement sur la responsabilité des entreprises, notamment celle du secteur extractif, et plus particulièrement sur cet outil qui est le devoir de vigilance. Donc pour en parler, on a la chance d'avoir plusieurs associations qui sont très impliquées sur ce sujet. Donc on a Clara de Sherpa, Juliette des Amis de la Terre et Thomas qui va nous rejoindre de Survie. Toutes ces associations, comme Notre Affaire à tous, ont engagé des contentieux sur le fondement de cette loi et pourront donc vous en parler très concrètement. En ce qui concerne l'organisation du webinaire, on va le diviser en 3 parties. Ouais, je mets le slide. Première partie, dans un premier temps, l'objectif sera de vous donner le contenu de la loi Vigilance et le contexte dans lequel la loi a été adoptée. Puis, on va passer à une seconde partie plus pratique sur l'application de la loi. Donc, on vous parlera plus précisément de 2 actions contentieuses, toutes les 2 engagées contre la société Total, l'une sur son devoir de vigilance climatique et l'autre sur ses activités en Ouganda. Et enfin, dans la dernière partie, Clara Tcherpa vous parlera des limites du devoir de vigilance tel qu'il existe aujourd'hui et vous expliquera ce qui peut être fait pour aller un peu plus loin. Et alors, elle vous parlera plus particulièrement du cas Perenco pour illustrer ce qu'on peut faire en matière de vigilance. Dernier point en termes d'organisation, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez les mettre en commentaire du chat Facebook ou si vous êtes sur Zoom, via le chat Zoom. On fera un point question à la fin de chacune des parties et on prendra le temps d'y répondre. Alors donc, du coup, je me tourne vers Juliette dans un premier temps qui vous expliquera le contexte, comment est-ce que la loi a été adoptée. Et donc voilà, j'arrête le partage de l'écran et je passe la parole à Juliette. Alors, bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si on me voit, je vois toujours Laure à l'écran. Non, c'est bon? Ok, parfait. Juste avant de commencer, je voulais m'excuser parce que je vais a priori pas pouvoir rester toute la durée du webinaire parce que je suis toute seule à gérer mes 2 enfants qui sont petits et qui a priori ont interdiction de surgir derrière moi pendant que je parle. Donc si tout va bien, ça devrait le faire. Donc tout d'abord, peut-être pour revenir sur pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces outils juridiques, c'est parce qu'aujourd'hui, les entreprises multinationales agissent en toute impunité pour violer les droits humains, violer les droits des travailleurs, des populations locales et aussi détruire l'environnement. Agir en toute impunité, ça veut dire qu'en fait, on n'arrive pas à ce qu'elles soient redevables de leurs actes devant les tribunaux. Donc ça, il y a plusieurs raisons pour cela. D'une part, l'accès à la justice dans de nombreux pays où les multinationales opèrent est très difficile, soit parce que les législations ne sont pas assez contraignantes, soit parce qu'elles sont donc des normes sociales ou environnementales qui sont plus faibles, soit parce qu'elles sont mal appliquées du fait de la faiblesse des institutions, du fait de la corruption, etc., de tout un tas de facteurs, et de la pression et l'influence même de ces multinationales sur les institutions de ces pays et aussi sur les législations, parce que le lobbying se fait bien sûr aussi dans ces pays pour empêcher toute nouvelle législation qui leur imposerait plus de contraintes. Donc du coup, la deuxième voie, ça serait d'aller au tribunal dans les pays où se trouvent les maisons mères de ces multinationales. Et jusqu'ici, ce n'était pas vraiment possible parce qu'en fait, même si on voit, on parle de Total, de Coca-Cola, etc. Et donc, on voit bien le groupe et l'image d'ailleurs qui renvoie comme si c'était la même entreprise partout dans le monde. Ils savent très bien aussi faire remonter les profits et quand ils présentent, comme en ce moment, leurs actions auprès de leurs actionnaires, ils parlent de leurs actions au niveau mondial. Mais le couac, quand on parle par contre de faire remonter les responsabilités, là d'un coup, la maison mère ou la maison donneuse d'ordre a soi-disant rien à voir, est une entité complètement juridiquement autonome de sa filiale au Bangladesh, de son sous-traitant en Chine, etc. Donc juridiquement, jusqu'ici, ils réussissaient à échapper à leurs responsabilités lorsqu'il s'agissait d'activités de leur filiale
aux sous-traitants un peu partout dans le monde. Donc ça fait des années qu'on se bat côté société civile, syndicats, pour faire changer cette réalité. Et en France, on a eu un combat avec cette adoption de la loi sur le devoir de vigilance. Donc comme je disais, ça remontait à déjà un certain nombre de campagnes conjointes de la société civile avec ces mêmes demandes, donc cette responsabilité des maisons mères sur les activités de leurs filiales. Et finalement, une fenêtre politique s'est ouverte en 2012. On avait réussi, donc quand je dis on était un groupe d'associations et de syndicats, un petit noyau dur composé des Amis de la Terre, de Sherpa, du CCFD, du collectif Éthique sur étiquette, d'Amnesty International, d'Actionnet France, de la CFDT, de la CGT, et autour duquel aussi il y avait d'autres associations et syndicats qui nous soutenaient. Et donc, on a réussi à obtenir d'abord une promesse de campagne de Hollande, avant qu'il soit président, pour réguler les multinationales. Il est finalement devenu président. On a d'abord repéré des parlementaires qui pourraient porter ce combat et donc commencer à travailler sur une proposition de loi. Et donc ça, c'était en 2012. Et il y a eu un facteur d'accélération politique qui est le drame du Rana Plaza, donc l'effondrement d'usines textiles au Bangladesh qui a fait plus de 1100 morts. Et donc ça a créé finalement l'urgence, le drame qui a créé l'urgence politique d'agir, donc finalement d'agir face à ce qu'on dénonçait déjà, parce que malheureusement ce n'était pas le premier drame, depuis des années. Et donc seulement quelques mois après, en novembre 2013, la première proposition de loi a été déposée à l'Assemblée nationale, a été soutenue par tous les groupes de gauche qui avaient la majorité à l'Assemblée nationale. Donc on s'est dit, ça devrait aller vite, hein, on va l'adopter, cette loi qui faisait que 3 articles, mais c'était sans compter bien sûr l'opposition féroce des lobbies des multinationales qui, comme d'habitude, ne voulaient aucune nouvelle contrainte, qui nous ont dit qu'on allait détruire la compétitivité des entreprises françaises, les emplois, etc. Et que de toute façon, il n'y avait pas besoin d'une loi puisqu'elles étaient bien sûr très responsables avec leur charte éthique et autres engagements volontaires. Donc, je ne vais pas rentrer dans toutes les péripéties, mais en fait, ça a été 5 ans de bataille, d'abord pour inscrire le projet de loi, la proposition de loi à l'agenda de l'Assemblée nationale, faire les allers-retours innombrables entre l'Assemblée nationale et le Sénat, avec le Sénat qui était vraiment le fer de lance des lobbies, qui a d'abord supprimé tous les articles, puis a complètement vidé la loi de son sens, etc. Et c'est finalement, donc comme je vous disais, ça avait commencé en 2012 le combat, et c'est finalement en mars 2017, la toute dernière semaine de la législature, donc la toute dernière possibilité de faire adopter cette loi, que la loi a été adoptée. Elle a été adoptée notamment parce que en fait, Macron, qui avant était au ministère de l'économie et était dans ceux qui s'opposaient à la loi, était parti du gouvernement pour être candidat, et que le gouvernement Hollande avait besoin d'une dernière mesure un peu de gauche. Donc voilà, les arbitrages se sont rejoués au sein du gouvernement pour dire allez, on l'a fait adopter. Et après son adoption, il y a eu un dernier combat au Conseil constitutionnel, parce que les lobbies, bien sûr, sont allés jusqu'au Conseil constitutionnel pour contester chaque ligne et chaque mot de la loi. Mais voilà, elle a finalement été adoptée. On a perdu des plumes dans la bataille parce que les lobbies ont quand même réussi à grignoter plusieurs éléments. Donc la loi qui a été adoptée est beaucoup moins ambitieuse que la première proposition de loi qui avait été déposée. Mais malgré tout, ça reste une loi pionnière au niveau mondial, parce qu'il y a cette reconnaissance, comme je disais, de la responsabilité des maisons mères sur les activités de leurs filiales et sous-traitants, et avec, comme ça va être expliqué après, des mécanismes d'accès à la justice en France, déjà avant même que des violations aux droits humains ou des dommages environnementaux aient lieu, mais surtout aussi après pour obtenir réparation, même si les activités ont lieu à l'autre bout du monde. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un des gros arguments des lobbies à l'époque et des opposants parmi les parlementaires et au gouvernement, c'est de dire la France ne peut pas faire cette loi toute seule parce qu'on est dans un monde mondialisé, etc. Et nous, on a toujours dit, nous, on ne veut pas que la France fasse cette loi toute seule, on veut juste que la France montre le chemin et les autres suivront.
Et on a eu raison parce que de nombreux autres pays maintenant sont en train de discuter et en cours d'adoption de lois similaires. Là où c'est le plus avancé, c'est en Suisse, mais il y a aussi des discussions en Allemagne, Pays-Bas, etc. Même au niveau européen, là, la Commission européenne vient d'annoncer enfin qu'ils allaient travailler sur une directive européenne, alors qu'il y a quelques années, ils nous disaient qu'on n'en avait pas du tout besoin. Et l'autre combat qu'on a mené en parallèle et qui fait écho, c'est le combat qu'on mène depuis 2015 à l'ONU, où un traité international contraignant donc, est en négociation, pareil, pour mettre fin à cette impunité des multinationales et donner accès à la justice aux populations affectées et aux travailleurs affectés. Voilà pour la petite histoire de cette petite loi, mais qui a quand même mis un vrai pied dans la porte de l'impunité des multinationales. Et donc maintenant, il s'agit d'ouvrir davantage la brèche. Et donc, comme je disais, c'est devenu une référence au niveau mondial, cette loi pionnière, mais c'est très important que dans ces combats au niveau maintenant de la directive européenne et du traité à l'ONU, on s'inspire de cette loi pour ce qu'elle a de pionnier, mais aussi on aille plus loin pour pallier ses faiblesses. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup pour les éléments de contexte, c'était super intéressant. Je repasse en mode slide pour pouvoir aborder la deuxième partie. Hop, normalement, c'est bon. Alors, là maintenant, le but, c'est de parler un peu plus du contenu de la loi Vigilance. Donc, concrètement, de vous présenter les obligations pour les entreprises sur le fondement de cette loi. Avril vous parlera un peu après de la mise en œuvre de cette loi en matière climatique et Juliette apportera des compléments aussi sur la mise en œuvre de cette loi en dehors des questions climatiques, donc en matière d'environnement, droits de l'homme. Donc, cette loi soumet les entreprises, comme Juliette l'a dit, à un devoir de vigilance, c'est-à-dire à une obligation d'identification des risques d'atteinte grave aux droits humains, à l'environnement, à la santé et sécurité des personnes, et oblige les entreprises à prévenir ces atteintes graves. On va analyser cette loi étape par étape, et on va commencer tout d'abord par se poser la question, quelles entreprises sont concernées par cette loi? Donc, la loi vise toutes les sociétés françaises qui emploient en leur sein ou dans leurs filiales directes et indirectes 5 000 salariés en France ou 10 000 salariés dans le monde. Concrètement, cela concernerait autour de 150 à 300 entreprises, mais ce n'est pas un chiffre vérifiable car aucune liste n'a été fournie en ce sens par un service de l'État ou par une autorité publique. D'ailleurs, l'absence de cette liste constitue une réelle difficulté pour appliquer la loi. Et une des pistes pour remédier à cette difficulté serait notamment, par exemple, de confier l'établissement de cette liste à un service ou un organisme public. Deuxième précision concernant le mécanisme d'exemption, donc c'est les dispositions que vous verrez au second paragraphe sur le slide. C'est un mécanisme qui permet aux filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils, de donc 5 000 salariés en France ou 10 000 salariés dans le monde, de ne pas établir un plan de vigilance dès lors que la société qui la contrôle a elle-même établi un plan de vigilance et qu'elle l'a incluse dans son plan. Donc c'est pour éviter les doublons. Donc, une fois qu'on a déterminé quelles entreprises sont soumises au devoir de vigilance, il faut qu'on se pose une seconde question, à savoir sur quelles sociétés les entreprises doivent exercer leur devoir de vigilance. Donc, quel est le périmètre interne de ce devoir de vigilance? Donc, comme on l'a dit, le devoir de vigilance se traduit pour les entreprises concernées en une obligation d'identification des risques et de prévention des atteintes graves. Cette obligation d'identification et de prévention ne concerne pas que les activités de l'entreprise et du groupe, mais également celles de sa chaîne de valeur. Donc, Juliette en avait un peu parlé dans la présentation de la loi. Donc, ainsi, la loi inclut dans le périmètre les activités donc, de la société, des sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement, mais également les activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie. Ça, c'est vraiment une grande avancée de la loi, car concrètement, ça veut dire qu'une société mère française devra exercer son devoir de vigilance sur les activités de ses filiales, de ses fournisseurs et de ses sous-traitants, notamment ceux basés à l'étranger, ce qui était vraiment un des grands axes majeurs de la loi. Maintenant qu'on a vu ça, donc maintenant qu'on sait quelles entreprises sont concernées et envers quelles entreprises elles doivent exercer leur devoir de vigilance, on va entrer un peu plus dans le cœur du sujet et on va parler notamment du contenu normatif du devoir de vigilance. Donc concrètement, quelles obligations pour les entreprises
en matière de vigilance. Donc, comme on a expliqué précédemment, l'objectif de cette loi est de contraindre les entreprises à identifier les risques et prévenir les atteintes, et ce, dans 3 domaines. Donc, droits humains et libertés fondamentales, santé et sécurité des personnes, et environnement. Pour ce faire, la loi vigilance comporte 3 obligations pour les entreprises. Il faut d'abord qu'elles établissent un plan de vigilance qui comporte les mesures propres à identifier les risques et prévenir les atteintes. Il faut ensuite qu'elles mettent en œuvre ce plan de vigilance et qu'elles le publient. Donc c'est vraiment une loi en sorte de 3 étapes. Pour ce qui est du plan de vigilance, le plan doit comporter des mesures de vigilance raisonnables, propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves. Donc ici, il s'agit d'une obligation de moyens. C'est assez important ça. Donc c'est une obligation de moyens pour l'entreprise qui doit pouvoir démontrer qu'elle a agi de manière raisonnable. C'est-à-dire qu'elle a eu un comportement prudent. Notamment, par exemple, ça veut dire qu'elle a impliqué les parties prenantes de l'entreprise pour établir ce plan. Pour ce qui est du critère de gravité, donc prévenir les atteintes graves, la loi ne donne pas de définition précise de ce critère de gravité, mais la notion d'atteinte grave, ou dans des termes similaires, existe dans d'autres domaines du droit français, notamment en droit de l'environnement ou en droit du travail. Donc c'est possible de se baser dessus pour avoir une idée un peu plus précise de ce critère de gravité. Et on arrive donc du coup sur précisément qu'est-ce que doit contenir un plan de vigilance. À ce niveau-là, la loi indique vraiment 5 mesures qui doivent figurer dans ce plan de vigilance. Donc il y a une petite précision. Donc il y a 5 mesures. La première, c'est une cartographie des risques. Donc le plan de vigilance doit inclure une cartographie des risques. Ces risques doivent être non seulement identifiés, mais également analysés et hiérarchisés. Le but ici, c'est pour l'entreprise qu'elle puisse, suite à cette cartographie, tout de suite mettre en œuvre les actions prioritaires de prévention ou d'atténuation des risques. Deuxièmement, le plan de vigilance doit inclure des procédures d'évaluation régulière de la situation de ses filiales, de ses sous-traitants et de ses fournisseurs. Troisièmement, le plan de vigilance doit inclure également des actions adaptées d'atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves. Donc ici, il s'agit de mesures concrètes qui doivent être proportionnelles aux risques d'atteinte grave. Quatrièmement, le plan de vigilance doit inclure un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements. Ce qui est assez intéressant avec cette mesure particulière, et ça recoupe ce qu'on avait dit un peu avant sur la nécessité d'impliquer les parties prenantes de l'entreprise, c'est que ce mécanisme d'alerte doit être établi en concertation avec les organisations syndicales. Ça, c'est assez important. Et il faut également que ce mécanisme d'alerte puisse offrir une protection à la personne l'utilisant, c'est-à-dire au lanceur d'alerte. Et enfin, le plan de vigilance doit inclure un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et aussi un dispositif d'évaluation de leur efficacité. Ça, c'est aussi une mesure très importante puisque cela signifie que l'entreprise doit donc se baser sur des objectifs chiffrés. Et pour qu'elle puisse évaluer l'efficacité des mesures mises en place, elle doit s'aider d'indicateurs chiffrés également, donc des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Avril vous en parlera un peu plus concrètement ce que ça veut dire en matière climatique, donc la nécessité d'avoir des objectifs chiffrés et des indicateurs également chiffrés. Donc ça, c'était pour le contenu du plan de vigilance. Pour ce qui est de sa mise en œuvre, la loi demande aux entreprises d'établir un compte-rendu qui devra être publié également. Et enfin, concernant la publicité du plan de vigilance et du compte-rendu de sa mise en œuvre, les documents dont on a parlé, donc plan de vigilance et compte-rendu, doivent être intégrés dans le rapport de gestion et doivent être publics, c'est-à-dire disponibles sur le site internet de l'entreprise. Ce qui nous amène au dernier point, dont Juliette aussi avait parlé, c'est la question des mécanismes procéduraux qui sont rendus disponibles par cette loi pour garantir l'application de la loi vigilance. La loi vigilance en prévoit 2. Il y a 2 mécanismes procéduraux qui sont à notre disposition pour pouvoir garantir l'application de cette loi. Le premier mécanisme est disponible dans le cas où une entreprise n'a pas établi ou pas publié ou pas mis en œuvre un plan de vigilance conforme aux exigences légales. Par exemple, l'entreprise n'a pas du tout publié de plan de vigilance ou elle a publié un plan partiel qui contiendrait par exemple pas de cartographie des risques ou pas de mécanisme d'alerte. Dans ce cas-là, avant même un dommage, il est possible de demander au juge d'enjoindre la société d'adopter un plan conforme aux exigences légales. Donc, il faut d'abord faire une mise en demeure, attendre un délai de 3 mois et après demander au juge d'enjoindre la société, l'entreprise, sous astreinte potentiellement,
à publier un plan de vigilance et établir un plan de vigilance conforme aux exigences légales. Il y a un deuxième mécanisme procédural qui est disponible, c'est celui de l'action en responsabilité civile contre l'entreprise qui aurait manqué à ses obligations, donc qui n'aurait pas publié de plan de vigilance ou pas mis en œuvre de manière partielle ou défaillante son plan de vigilance. Dans ce cas-là, comme tous les mécanismes de responsabilité civile en France, il faut prouver l'existence d'un préjudice. Non seulement il faut prouver l'existence de ce préjudice, mais il faut prouver qu'il y a un lien de causalité entre le préjudice et le manquement de l'entreprise à ses obligations de vigilance. C'est-à-dire que, concrètement, il faut que le demandeur, donc la victime, puisse prouver que si l'entreprise avait effectivement mis en œuvre son plan de vigilance, tel que prévu par la loi, cela aurait pu empêcher qu'un dommage soit causé à la victime. Donc, vous voyez ici que le lien de causalité qu'il faut démontrer est particulièrement difficile à prouver. Et en matière climatique, c'est d'autant plus difficile puisque les liens entre préjudice et faute de l'entreprise, donc manquement à ses obligations de vigilance, est particulièrement compliqué à démontrer devant un juge. Cependant, si ce mécanisme est très difficile à mettre en œuvre, il a un énorme avantage, et la loi est très novatrice sur ce sujet, c'est qu'il permet à des victimes étrangères, des victimes d'activités de filiales ou de fournisseurs ou de sous-traitants étrangers, d'engager en France la responsabilité d'une société mère française si elle a manqué à son obligation de vigilance. Et c'est là un point très, très important et très intéressant pour la loi vigilance. Donc maintenant que vous avez une idée un peu plus concrète sur le contenu de la loi vigilance, je passe la main à Avril qui vous parlera de sa mise en œuvre en matière climatique et notamment le travail qu'on a fait du côté de notre affaire à tous sur le travail qu'on a fait via le travail du benchmark. Donc je passe la main à Avril. Bonjour à tous. Donc, du coup, je vais vous présenter la loi vigilance dans le cadre du benchmark qui a été réalisé par notre affaire à tous. Donc, comme vous l'a dit Laure précédemment, le plan vigilance doit permettre l'identification et la prévention des atteintes graves à l'environnement ainsi qu'aux droits humains résultant de l'activité d'une entreprise. Donc, au regard des conséquences dramatiques du changement climatique sur les écosystèmes et les êtres humains, nous avons considéré logiquement que l'impact climatique des entreprises faisait partie intégrante de cette loi. En effet, les activités de certaines entreprises génèrent des émissions de gaz à effet de serre importantes qui participent au réchauffement climatique. Il est donc nécessaire que les entreprises identifient la provenance de ces émissions et puissent mettre en place une stratégie visant à réduire leur impact climatique. Donc, en fait, on a constaté une certaine inaction de l'État dans le contrôle de la mise en œuvre de ce devoir de vigilance. Lors de la discussion de la loi en 2017, il avait été envisagé de mettre en place un observatoire qui serait destiné à recenser les projets de vigilance et vérifier qu'ils sont conformes à la loi. Donc, malheureusement, cette initiative n'a pas abouti. C'est pourquoi nous avons réalisé ce benchmark. En fait, il permet de vérifier si les entreprises respectent les exigences découlant du devoir de vigilance en matière climatique. Donc, l'objet de cette étude, qui est juridique et comparative, a été d'évaluer la transparence et la suffisance des engagements pris par les entreprises qui sont soumises à cette loi. Alors, on a fait le choix de sélectionner les entreprises par rapport à l'importance de leur impact climatique. On s'est basé sur les informations qu'elles ont dévoilées. Et selon ces informations, on s'est rendu compte qu'en fait, l'empreinte carbone du total de ces entreprises est 3,5 fois supérieure aux émissions carbone territoriales sur l'ensemble de la France. Donc, on a sélectionné 25 multinationales qui sont réparties dans plusieurs secteurs, tels que le secteur bancaire, industriel et agroalimentaire. Donc, maintenant, je vais passer au deuxième slide pour vous expliquer la méthodologie utilisée lors de ce benchmark. Alors, on a adapté la méthodologie aux exigences de la loi vigilance. Donc, dans la troisième colonne, vous verrez donc une partie de la note qui est de maximum 100%, qui concerne en fait l'intégration du changement climatique dans le plan vigilance. Donc, il y a 10% de la note qui est attribuée aux entreprises qui ont effectivement fait l'effort d'intégrer leur impact climatique dans leur plan vigilance. Donc, on a constaté qu'il y avait quand même 10 sur 25 entreprises qui n'intégraient pas le changement climatique dans leur plan de vigilance. Donc, c'est environ 40% des entreprises. Donc, on a été obligé de se reporter au document d'enregistrement universel des entreprises pour récolter les informations nécessaires
dans l'établissement des autres critères de notation. Donc, dans la première colonne, vous verrez que 30% de la note correspond au volet identifié du devoir de vigilance. Donc, on a vérifié que les entreprises ont bien retracé l'ensemble de leurs émissions de gaz à effet de serre et on s'est fondé sur les informations divulguées par les multinationales pour attribuer cette note. Donc, attention, on a quand même veillé au caractère exhaustif des données qui ont été publiées. Donc, on a vérifié, par exemple, que les entreprises avaient bien comptabilisé les émissions de gaz à effet de serre de chacune de leurs filiales, à n'importe quelle étape du processus de production, dans n'importe quel pays. Dans un second temps, on a vérifié que les entreprises avaient bien pris conscience des risques attachés au changement climatique, ainsi que leur part de responsabilité. Enfin, dans la colonne du milieu, vous verrez que 60% de la note correspond au volet prévenir du devoir de vigilance. Elle se divise en 2 points. Répartis également dans l'attribution d'une note. Premièrement, on vérifie que les politiques ont adopté une politique globale et qui est conforme aux accords de Paris. Puis, on a vérifié les moyens de mise en œuvre de cette politique. Donc, vérifier si l'entreprise avait bien mis en œuvre des actions concrètes, pratiques, qui permettaient de répondre aux objectifs prononcés dans l'accord de Paris. Donc, maintenant, je vais passer au 3e slide. Donc, je vais dresser un peu la conclusion de ce benchmark quant à la mise en œuvre de ce devoir de vigilance. Donc, premièrement, on constate qu'il y a un manque d'intégration du climat au plan vigilance. Donc, comme on l'a déjà évoqué, 40% des entreprises n'ont pas fait l'effort d'intégrer le climat au plan vigilance, donc ce qui est dommageable, puisque les avertissements de la science climatique sont sans équivoque. Le GIEC évoque donc en fait que l'aggravation du changement climatique comporte des risques d'atteinte graves aux droits humains et environnementaux. Donc cela rentre parfaitement dans le cadre de la loi vigilance. Donc quant aux 15 entreprises restantes qui, elles, ont intégré le climat dans leur plan vigilance, on voit que cette intégration n'est que partielle. Donc deuxième point, on voit que l'impact climatique et l'empreinte carbone a été communiqué mais de façon incomplète. Donc, on voit que l'évaluation de l'empreinte climatique n'est pas suffisamment retracée au regard des éléments objectifs que je vous ai formulés tout à l'heure. Donc, est-ce que l'entreprise a bien retracé les émissions de chacune de ses filiales, à n'importe quelle étape du processus de production, etc. Donc, nous n'avons pas personnellement fait de contre-expertise, mais on s'est appuyé sur une qui a été faite pour le secteur bancaire. Donc, en gros, ils se sont appuyés sur 4 entreprises du secteur bancaire qui sont Natixis, BNP Paribas, la Société Générale et le Crédit Agricole. Et en fait, si ces entreprises avaient retracé correctement leurs émissions de gaz à effet de serre, on se serait rendu compte que l'ensemble des entreprises présentes dans le benchmark, donc les 25 entreprises, auraient un bilan carbone qui serait 8 fois supérieur à celui de la France, contre 3 fois et demi, selon ce qu'elles auraient, en accord avec ce qu'elles avaient publié. Donc c'est assez inquiétant parce que l'étude a été menée que seulement sur 4 entreprises sur les 25 du benchmark et on voit que l'empreinte carbone est extrêmement différente. Donc on constate que les multinationales n'y mettent pas suffisamment d'informations pour qu'un tiers puisse contrôler leurs émissions. Ensuite, on constate une absence quasi générale de la reconnaissance de leur part de responsabilité dans le réchauffement climatique. Donc, non seulement elles font une analyse qui est non conforme aux risques, dus à leurs émissions de gaz à effet de serre, mais en plus, elles ne reconnaissent pas non plus que les activités de leur groupe contribuent considérablement au réchauffement climatique. Donc, cela pose problème au regard de la loi vigilance dans la mesure où cette dernière impose de prévenir les atteintes faites à l'environnement et aux droits humains, dont découle, comme nous l'avons évoqué, le changement climatique. Finalement, on voit qu'il y a un niveau d'engagement trop faible au regard des risques encourus. Les sociétés mères ne mettent pas encore en œuvre toutes les mesures afin de faire baisser les émissions directes et indirectes de leurs filiales et de leurs sous-traitants. Il s'agit pourtant du cœur de la loi du devoir de vigilance, de prévenir les atteintes faites à l'environnement et aux droits humains. Donc, aucune entreprise n'a mis en place une stratégie de diminution d'impact climatique en lien avec la trajectoire des 1,5 degré mise en œuvre par l'accord de Paris. Donc, on voit que l'engagement des entreprises est encore trop faible. Donc, maintenant, je vais passer à la 4e slide sur une conclusion un peu générale. Donc, on voit que sur les 25 multinationales analysées, 20 entreprises n'obtiennent même pas la moyenne, alors que si elles obtenaient 100% des points,
cela ne signifierait pas qu'elles ont fait un effort exceptionnel. Cela voudrait juste dire qu'elles sont conformes avec les exigences légales. Donc, il est regrettable, en fait, il peut être regrettable que la loi ne soit qu'une obligation de moyens et pas de résultats, quand on constate la faiblesse des efforts faits par les entreprises. Toutefois, nous espérons que ce benchmark pourra proposer aux entreprises une méthodologie pertinente dans la mise en œuvre de leur devoir de vigilance. Nous espérons qu'elles l'utiliseront dans le but de se conformer à la loi et ainsi diminuer leur impact climatique. Voilà. Super, merci beaucoup Avril. Et Juliette, je ne sais pas si tu veux compléter sur la partie mise en œuvre, donc du coup pas sur les questions climatiques, parce qu'Avril, merci, tu as traité ça parfaitement, mais surtout sur le volet environnement de manière plus globale et sur le volet aussi droits humains, voire santé et sécurité des personnes. Je vais juste rajouter 2 mots après pour laisser la place à une première phase de questions. Mais donc, comme je disais tout à l'heure, on a perdu un certain nombre de choses dans la bataille contre les lobbies là, entre 2012 et 2017. Et du coup, c'est les faiblesses qu'il y a dans cette loi et qui donc rendent plus difficile sa mise en œuvre. Tout d'abord, il faut savoir que cette loi, c'est juste une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Donc, ça veut dire que si l'entreprise réussit à prouver qu'elle avait un plan de vigilance très bon et qu'elle l'a bien mis en œuvre, elle ne sera pas condamnée, même s'il y a eu des violations. La deuxième chose qui est un peu liée, c'est le fait qu'on n'a pas réussi à obtenir ce qu'on appelle le renversement de la charge de la preuve, c'est-à-dire que c'est toujours aux personnes affectées, aux victimes, de prouver les violations et la faute de l'entreprise, ce qui était expliqué tout à l'heure avec notamment ces questions de lien de causalité, etc. Et donc ça, c'est très compliqué, parce que c'est très compliqué, comme on pourra l'expliquer après plus concrètement, Thomas pourra l'expliquer sur le cas de l'Ouganda. C'est très compliqué de collecter les preuves sur le terrain, notamment dans des pays comme l'Ouganda ou d'autres pays où les populations subissent des pressions, intimidations, etc. Et on se retrouve là aussi avec des batailles d'interprétation. Donc là, on doit être en train d'essayer de prouver que le plan de Total n'est pas suffisant ou que sur certains points, il n'a pas été bien mis en œuvre. Et donc là, on voit que il y a, sur chaque élément de la loi, on a des batailles d'interprétation, notamment sur le premier élément qui est un peu central, qui est la question de la cartographie des risques. Donc normalement, cette cartographie, dans leur plan de vigilance, les entreprises devraient nous présenter dans quel pays, quel projet, etc. Il y a des risques particuliers pour l'environnement et les populations, les travailleurs. Et là, dans leur plan de vigilance, c'est tous des plans très courts et très généraux. Finalement, le plan de Total, ça pourrait être le plan de n'importe quelle autre entreprise pétrolière, qui nous disent, voilà, nos activités peuvent affecter la ressource en eau ou l'accès à la terre, mais ils ne nous disent pas concrètement, voilà, en Ouganda, on a un projet qui va déplacer des populations au Mozambique, etc. Et donc ça, on est dans une bataille aujourd'hui devant les tribunaux en disant, bah, nous, ce qu'on veut, la première bataille, c'est avoir accès aux informations. Pourquoi c'est important cet accès aux informations? Parce que justement, on n'a pas ce renversement de la charge de la preuve. Donc on a besoin de savoir d'abord ce que l'entreprise fait, ce qu'elle annonce faire dans son plan de vigilance pour pouvoir le contester au niveau de sa suffisance et de sa mise en œuvre. La deuxième chose qui a été évoquée, c'est que ça concerne juste les très grandes entreprises. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui échappent à la loi, et ça sera l'objet de la présentation que fera Clara à la fin. Et la dernière chose, c'est que la loi ne contient pas de volet pénal. Donc, il s'agit juste d'une responsabilité civile des entreprises. Donc, si une entreprise est condamnée avec un devoir de réparation, on aura des indemnisations monétaires pour les victimes, mais on n'aura pas de dirigeants qui iront en prison, etc. Donc, voilà, c'est un certain nombre de faiblesses qui ont été, qu'on connaît déjà depuis l'adoption de la loi, et d'autres obstacles que aussi on voit là maintenant en la mettant en œuvre, qu'il est difficile, parce que tout repose finalement aussi sur la capacité de la société civile à être vigilant, finalement, à surveiller ce que font les entreprises et à les contester devant les tribunaux. Super, merci beaucoup. Oui, c'est vrai que les questions d'accès aux informations et des questions de charge de la preuve aussi sont super importantes pour l'application de cette loi. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions déjà sur la première partie, donc sur le contenu de la loi.
S'il n'y en a pas, on partira sur la partie application, donc contentieux. Nina et Avril, est-ce qu'il y a des questions ou pas pour l'instant? Non, moi, j'en ai pas vu. Ok, bah, alors ce qu'on peut faire, c'est que s'il n'y a pas de questions pour l'instant, on enchaîne direct sur la partie contentieux et donc application de la loi. Et s'il y aura d'autres questions qui viennent un peu plus tard, on pourra y répondre à la fin de la deuxième partie. Donc, je vais passer la main à Célia pour le contentieux, notre affaire à tous contre Total, sur le devoir de vigilance climatique. Et je mets les slides tout de suite pour que tu puisses y avoir accès. Super, merci Laure. S'il n'y a pas de questions, c'est parce que vous étiez super clair. Du coup, je vais vous présenter l'action Notre Affaire à tous contre Total. Donc, en début d'année, Notre Affaire à tous a assigné en justice Total aux côtés de 14 collectivités territoriales et de plusieurs associations, dont Sherpa. Et en fait, il s'agit du premier contentieux climatique contre une multinationale en France qui vise à rehausser ses ambitions climatiques. Alors, il y a plusieurs raisons qui nous ont poussés à engager cette action. Tout d'abord, c'est parce que Total, c'est un contributeur historique du réchauffement climatique. Il est à l'origine d'environ 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Selon le fameux rapport Carbon Major, Total compte parmi les 20 entreprises qui contribuent au réchauffement climatique. Ensuite, les émissions cumulées directes et indirectes de Total dépassent les émissions émises sur le territoire français. Et bien évidemment, ce qui nous a conduit à signer Total en justice, c'est les insuffisances des mesures prises par Total pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors pour mieux comprendre ce qu'on leur reproche, on va repartir d'un rapport du GIEC publié en octobre 2018 qu'Avril a notamment cité et qui en fait alerte les décideurs sur les risques graves qu'un réchauffement climatique supérieur à 1,5 degré causerait à la santé et à l'environnement par un réchauffement de plus de 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Et donc, pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius, ce que le GIEC préconise, c'est de diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et d'atteindre ce qu'on appelle la neutralité carbone en 2050. Alors, plus précisément, ce que ça implique pour le secteur énergétique, c'est de réduire la production mondiale de pétrole, c'est-à-dire de 37% d'ici 2030 et de 87% d'ici 2050. Même chose pour le secteur du gaz, qui doit baisser sa production mondiale de 25% en 2030 et de 74% en 2020. Et inversement, ça suppose de croître de manière presque exponentielle les énergies renouvelables, c'est-à-dire de 430% en 2030 et de 833% en 2050, donc selon les préconisations du GIEC. Bon, bref, on a bien compris, ce que ça implique, c'est un désinvestissement, un désengagement massif des énergies fossiles et une réorientation radicale des investissements vers les énergies renouvelables. Or, le problème, c'est que ni la stratégie climatique de Total, ni son plan de vigilance ne s'alignent sur cette trajectoire. Au contraire, Total envisage de croître dans le oil and gas
à l'horizon 2030. Et d'ailleurs, Total a fait récemment une nouvelle annonce où il annonce vouloir atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, mais cette ambition, elle est à la fois contradictoire avec ce que je viens d'expliquer et incomplète, puisque Total pourrait toujours vendre en quantité importante des produits carbonés en dehors de l'Europe, puisque cette ambition ne couvre pas les émissions indirectes, c'est-à-dire liées à l'utilisation de ces produits en dehors de l'Europe. C'est plus une prise en compte finalement du projet de Green Deal européen. Pire, en fait, Total publie des informations contradictoires dans ses documents publics. D'un côté, il prétend avoir une ambition cohérente avec un scénario 2 degrés, et de l'autre, on retrouve dans ses annexes aux comptes consolidés des références à des scénarios qui, eux, impliquent un réchauffement compris entre plus de 2 degrés et 3 degrés. Donc, on comprend bien que ça ne va pas dans le bon sens. Et petite actualité encore, Total annonçait investir dans le stockage de carbone à échelle industrielle, dans un projet de stockage de carbone à l'échelle industrielle en Norvège. Et or, le GIEC considère ces techniques de stockage de carbone comme incertaines et comme présentant des risques manifestes. Donc, pour reprendre un petit peu rapidement la chronologie de l'affaire pour un peu mieux comprendre les interactions entre le collectif et Total. Donc en mars 2018, Total a publié son premier plan de vigilance qui n'incluait même pas la question climatique. C'est pourquoi en octobre 2018, le collectif a interpellé la firme Total pour absence totale de mention des enjeux climatiques dans son plan de vigilance. Ce à quoi Total a répondu en incluant de manière formelle le climat dans son second plan de vigilance en mars, mais de manière partielle et formelle, c'est pas satisfaisant. Ensuite, il y a eu une rencontre entre le collectif, donc une rencontre non publique entre le collectif d'associations et le PDG, M. Pouyanné. Et il y a d'ailleurs une petite anecdote sur cette réunion, puisque lorsque Paul Moujol, un membre de notre affaire à tous, a fait la remarque à M. Pouyanné sur le fait que le gaz naturel ne pouvait pas être compté comme une énergie renouvelable, puisque le méthane était 30 fois plus réchauffant, est un gaz 30 fois plus réchauffant que le CO2, celui-ci a répondu « on peut tout se permettre ». Sur ce, le collectif ensuite a décidé de mettre en demeure le groupe Total sur le fondement de la loi sur le devoir de vigilance en juin, et l'a ensuite assigné en début d'année 2020. Alors, pour préciser les fondements sur lesquels on se fonde, il y a bien évidemment la loi sur le devoir de vigilance, mais il y a également la prévention des dommages environnementaux qu'on peut retrouver dans le Code civil, et qui permet, depuis la loi sur la reconquête pour la biodiversité en 2016, au juge de prescrire toute mesure raisonnable propre à prévenir ou à faire cesser un dommage environnemental.
On s'est également fondé sur l'obligation plus générale de vigilance environnementale qui découle de la Charte de l'environnement et qui a été reconnue par une décision du Conseil constitutionnel. Alors attention, cette action, c'est une action préventive qui vise à prévenir la survenance d'un dommage. Ce n'est pas une action en responsabilité civile qui vise la réparation d'un dommage qui serait qui vise la réparation de dommages. Alors, ce qu'on demande à la firme, c'est que Total reconnaisse les risques générés par ces activités, que le juge ordonne à Total de s'aligner sur une trajectoire compatible avec un réchauffement climatique limité à 1,5 degré Celsius, et donc plus concrètement que Total effectue sa transition énergétique. Alors plus largement, ce qu'on espère avec cette jurisprudence, c'est pallier au vide juridique de l'accord de Paris, puisque celui-ci ne s'applique pas aux entreprises, mais aux États. Et ce qu'on aimerait également obtenir du juge, c'est la reconnaissance de la portée concrète de la loi sur le devoir de vigilance. Enfin, cette action, elle s'inscrit dans un mouvement mondial d'action contentieuse contre les multinationales, initiée par les collectivités ou par les citoyens. Et par exemple, aux États-Unis, il y a plusieurs collectivités territoriales ou grandes villes comme New York, San Francisco, Auckland, qui ont formulé des demandes en réparation à des multinationales du fossile, dont Total, et en raison des conséquences de leurs activités sur le réchauffement climatique, certaines étant contraintes de construire des digues pour lutter contre l'élévation du niveau de la mer. On a un autre exemple aussi aux Pays-Bas avec l'association Milieu Defensie, donc les Amis de la Terre néerlandais, qui poursuivent l'entreprise Shell en justice sur le fondement du devoir de vigilance également, le duty of care, et qui espèrent obtenir d'elle une transition énergétique effective. Et sur ce, je laisse la parole à Thomas qui parlera du coup du contentieux Total Ouganda. Super, merci beaucoup. Je vais juste changer de slide et je laisse la parole à Thomas pour mettre sa présentation. Bonjour. Alors, je ne vois pas les slides. Alors, j'y suis quasiment, pardon. Ok. Donc, déjà, pour présenter rapidement cette seconde affaire. Cette seconde affaire, elle est portée par 6 organisations, 2 françaises et 4 ougandaises. Donc, les 2 françaises, c'est les Amis de la Terre et Survie, et donc 4 ONG ougandaises, les Amis de la Terre Ouganda, Voda, CRED et AFIEGO, qui sont toutes des ONG qui travaillent depuis une dizaine d'années, depuis quasiment la découverte du pétrole en Ouganda sur cette question-là. Très rapidement, l'Ouganda, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens parmi vous qui ne connaissent pas du tout l'histoire de ce pays. On peut dire en 2 mots, en gros, c'est une des plus fortes dictatures en Afrique. Et le dictateur actuel est au pouvoir depuis 1986, qui a pris le pouvoir par les armes, après différentes guerres, à la fois contre une première contre Amin Dada, qui
certains ont peut-être entendu parler, un des indicateurs assez connus du côté sanguinaire, on va dire, et qui est renversé par une première guerre, puis une seconde guerre contre son ancien allié Méthode Beauté. Donc voilà. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, là. Ah, on m'entend pas. Vous m'entendez? Est-ce que c'est mieux là? Oui, c'est mieux quand tu te rapproches, ouais. D'accord. Je vais enlever la vidéo et, pour moi. Alors, sur les activités de Total, Total donc, est l'opérateur principal d'un méga projet pétrolier dont jusqu'à il y a quelques semaines, il avait 33% des parts aux côtés de Tallow et Sinopec. Tallow, c'est une junior britannique. Sinopec, c'est une des deux plus grosses entreprises chinoises. Il vient de récupérer l'ensemble des parts de Tallow. Donc, ça veut dire qu'actuellement, Total a récupéré à 66% des parts. Ce méga projet, ils ont actuellement repéré plus de 6 milliards de barils, dont environ 2 milliards pour l'instant qui seraient récupérables. Dans l'idée, Total prévoit de forer donc environ 420 puits afin d'avoir une production à son pic de 200 000 barils par jour. Pour avoir une ordre d'idée, 6 milliards de barils, c'est l'équivalent des réserves actuelles du Gabon, Cameroun, Congo-Brazzaville et de souvenir environ. En plus de ces puits qui vont se faire au niveau d'Oima, que vous voyez sur la carte, juste au nord de Oima, il y a l'idée d'exporter ce brut jusqu'à l'océan Indien, donc via un oléoduc géant, le plus grand oléoduc géant chauffé au monde, donc plus de 1400 km. C'est pas le plus grand oléoduc, mais c'est le plus grand oléoduc chauffé, vu que le pétrole est en mauvaise qualité. Il va falloir le faire chauffer pour pouvoir le transporter. Donc, ce qui veut dire encore plus de pollution pour le déplacer. Je peux passer à la slide suivante, éventuellement. Merci. Du coup, ça crée deux types de problèmes, on va dire, sur ce méga projet. Le premier type de problème, c'est les risques environnementaux, donc on va parler. Le deuxième problème, les risques d'élévation de poisson. Au niveau des risques environnementaux, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 420 puits que prévoit Forêt Total, plus de 80% sont basés dans le plus vieux parc naturel, le plus grand parc naturel d'Ouganda. Donc, c'est directement dans le parc naturel, donc dans une réserve protégée, que Total prévoit d'extraire 80% de son brut. Donc, ce qui crée à la fois déjà, d'ailleurs, des problèmes avec la faune, même s'il a été très difficile d'enquêter. J'ai très peu enquêté sur le parc, du fait des questions de sécurité qui disaient que ce n'était pas possible de rentrer dans le parc pour enquêter. Mais pourquoi on voit qu'il y a déjà des problèmes, c'est au niveau de tous les villages entourant le parc. On voit que de plus en plus d'animaux qui essaient de s'enfuir du parc, et ça depuis le début des activités pétrolières. Parce que même si l'activité pétrolière n'a pas commencé en termes d'exploitation, par contre, la mise en place, les forages, etc., eux, ont déjà commencé. Donc, l'augmentation de l'activité humaine a grandement augmenté, même si elle n'est pas du tout encore à son pic. Et on voit déjà que les animaux essaient de fuir le parc. Ce qui crée bien sûr, donc, en plus, des tensions entre les animaux et les paysans qui vivent tout autour du parc. L'un des gros risques aussi qu'on a, une des grosses inquiétudes, c'est que
le parc où va être exploité le pétrole se trouve juste au niveau des sources du Nil. C'est-à-dire que si il arriverait qu'il y ait une fuite, ça pourrait directement contaminer le Nil. Et donc ça veut dire contaminer l'un des deux plus grands fleuves au monde, avec toutes les conséquences dramatiques que ça pourrait avoir. Slide suivante. C'est surtout sur cela qu'on a le plus enquêté, dans le sens où on a le plus documenté, dans le sens où si sur les risques environnementaux, ce sont des risques futurs, sur les atteintes aux droits humains, c'est à la fois des risques futurs, mais à la fois des risques qui ont déjà cours. Dans le sens où, pour mettre en place l'ensemble de ces infrastructures pétrolières, Total a besoin d'expulser plusieurs dizaines de milliers de personnes. Actuellement, il y a entre 5 000 et 10 000 personnes qui ont déjà été expulsées. Au final, ce sera plutôt entre 50 et 70 000 personnes qui le seront. Au niveau des violations, on a repéré différents types et on a documenté différents types de violations. La première, c'est une violation au niveau des droits de propriété. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Total et son sous-traitant principal, Atacama, au niveau du projet Tilanga. Donc, le projet Tilanga, c'est le projet de forage, où il y a des pluies, et le projet d'oléoduc géant, c'est ce qu'on appelle le projet ECOP. Au niveau du projet Tilanga, on a remarqué que le sous-traitant principal, Atacama, interdit aux paysans d'utiliser leurs terres bien avant de pouvoir toucher leur compensation. En moyenne, entre 1 an et demi et 2 ans avant. Et même bien avant d'avoir signé un papier comme quoi ils acceptaient de livrer leurs terres. Donc, c'est une première violation. Seconde violation, c'est au niveau du taux de compensation. À la fois, on voit que la compensation, il y a une sous-évaluation des prix, des choses qui doivent être compensées, c'est-à-dire les cultures, c'est-à-dire les maisons, qui ne suivent pas du tout pour reconstruire les maisons. Au niveau des cultures, ça va entre le 5e et le 10e du prix de ce que les paysans peuvent vendre sur le marché. Les superficies, parfois, sont aussi réduites. Un autre type de violation très importante, à la fois via l'entreprise traitante, via directement Total, mais aussi en relation avec l'armée et la police, c'est au niveau des pressions qui sont faites sur les populations affectées pour les obliger à signer des accords d'expulsion volontaires, volontaires entre guillemets bien sûr, et tous les autres types de violations qui en découlent, c'est-à-dire à la fois bien sûr une déscolarisation des enfants, mais problème d'accès à l'hôpital, etc., du fait que ces personnes-là se retrouvent sans ressources pendant plusieurs années. Tu peux passer à la slide suivante éventuellement, là, s'il te plaît. Du coup, on a attaqué. Je pense qu'on peut même sauter cette slide-là, du fait que j'ai fait la présentation de la loi avant, c'est bon. Du coup, on a attaqué Total avec la loi de devoir de vigilance du fait que, bien sûr, elle fait partie des quelques entreprises qui sont tenues de l'utiliser. À la fois, on dit que le plan n'est pas conforme à la loi, comme a dit Juliette tout à l'heure. Il n'y a pas du tout de mention des deux projets, des projets Tilanga et des projets ECOP dans le plan de vigilance. Donc, on dit il n'y a pas non plus, donc, il n'y a pas de mention, il n'y a pas non plus de protocoles qui sont présentés afin d'expliquer comment ils vont éviter tous les risques de violation
qui est en cours et qui pourrait avoir en cours par la suite. On peut directement encore de nouveau aller slide suivante. Du coup, on a décidé aussi de faire une action préventive et non une action de réparation, bien que déjà dès l'année dernière, il y a plusieurs milliers de personnes qui étaient impactées et dont les droits étaient violés. L'une des raisons principales à ça, c'est qu'il y avait l'année dernière plus de 4000 personnes qui avaient été impactées, donc plusieurs dizaines de milliers d'autres qui vont l'être. De plus, l'action préventive, ça permet éventuellement, comme ce qu'on a fait, de demander de faire une action de référé, en urgence, on peut dire. Alors que l'action de réparation, ça prend plusieurs années. C'est-à-dire que pour les plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont en train d'être expulsées, ça arriverait bien trop tard pour essayer de stopper ce processus. Du coup, en juin de l'année dernière, on a mis en demeure totale, à la fois donc, sur les faiblesses du plan de vigilance, sur l'absence de mise en œuvre effective, mais aussi donc sur pour l'obliger à prendre des mesures très rapides afin de stopper ces violations, notamment les violations du droit de propriété. 3 mois après, jour pour jour, Total nous répond. Total, dans la loi, a 3 mois pour nous répondre. Il nous a répondu exactement le dernier jour pour dire que, en juste une page, pour dire que toutes nos accusations, bien que documentées, on aurait pourtant fourni une quantité très importante de témoignages, de rapports, etc., pour dire que on n'avait aucun problème dans ces activités en Ouganda. Slide suivante, éventuellement, merci. Le 23 octobre, donc on a décidé d'assigner en justice Total devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Ceci donc en référé, c'est-à-dire une procédure d'urgence. On a eu une audience le 12 décembre, une audience en formation collégiale, c'est-à-dire qu'il y avait 3 juges devant nous, ce qui est vraiment rare pour des procédures en référé, donc on était assez contents. Nos principales demandes, donc, j'avais déjà dit juste avant, donc c'est à la fois d'obliger Total à revoir son plan de vigilance et donc d'inclure les projets ICOP et Slanga afin d'éviter les nouvelles violations et de mettre en œuvre de manière effective donc, des mesures afin d'arrêter directement ou plus rapidement les violations. Malheureusement, Total avait demandé. Est-ce que tu peux passer directement à la slide suivante, s'il te plaît, là. Les principaux points de débat pendant le procès concernaient le premier point de débat concernait la compétence du tribunal. Total considère que ce n'est pas au tribunal civil qui serait compétent, mais le tribunal commercial. Pour ceux qui ne connaissent pas, le tribunal commercial, en première instance, ce ne sont pas des magistrats qui jugent, ce sont des entrepreneurs élus. Et voilà. Au départ, les tribunaux commerciaux sont faits pour régler des problèmes de conflits entre commerciaux, entre entreprises, lorsque, par exemple, un contrat entre deux entreprises n'est pas l'une des deux parties considère que le contrat n'a pas été pardon, je me perds du mot, n'a pas été rempli. Mais ne concerne en rien tout ce qui est, bien sûr, des violations de droits humains, des violations de droits environnementaux.
ils ont aussi critiqué le fait que la cartographie des risques, pour eux, leur plan de vigilance avec la cartographie des risques, etc., n'avait aucun problème. Sur les violations de manière générale, ils ont relevé aussi, tout en disant que certaines victimes avaient sûrement mal compris les directives, mais qu'ils avaient totalement le droit de continuer à utiliser leur terre, même si on a bien vu personne, sur les plusieurs milliers de personnes où on a mené l'enquête, personne n'a pu continuer, et même les personnes qui ont essayé se sont fait bloquer par Total et par la police, mais ils ont juste dit qu'il était incompréhension sans plus. Ils ont par contre aussi, oui, critiqué le fait que malgré cette loi, le devoir de vigilance des maisons mères, dit que la maison mère n'était pas responsable des activités de cette filiale anglaise et son sous-traitant, dans le sens où pour Total SA, elle faisait suffisamment, donc elle n'était pas responsable de l'activité. Du coup, donc, le tribunal de Nanterre a envoyé vers le tribunal du commerce en première instance, délibéré le 30 janvier. On a donc bien sûr fait appel. Et donc l'audience en appel à la Cour de Versailles le 24 juin, c'est-à-dire juste un an après, jour pour jour. Et voilà. Et après, on verra au niveau des questions par la suite. Merci beaucoup, Thomas. Je suis vraiment désolée pour le son, c'est vrai que ça a pas mal crépité. Désolée pour les auditeurs. J'espère que vous avez quand même tous pu suivre. Et en fait, oui, en effet, on va passer aux questions. Merci beaucoup pour la présentation. Alors, Avril, dis-moi si il y a des questions. Et je pense qu'on va faire un petit point avant de passer la parole à Clara. Ok, je lis la première question qui vient de Romain Dumont, donc, qui est: bonjour, savez-vous comment s'organisent les entreprises concrètement? Alors, c'est à mon avis, la réponse est très variable puisque ça dépend vraiment des entreprises et toutes ne mettent pas le même effort dans l'établissement de leur plan de vigilance. Alors, il y en a certaines qui vont déléguer ça au département juridique, d'autres au département RSE. Enfin, ça dépend vraiment des entreprises. Nous, ce qu'on préconise, c'est que ça se fasse le plus possible en incluant le plus possible des parties prenantes à l'entreprise. En incluant les syndicats, en incluant des relais au niveau de leurs différentes filiales pour qu'elles puissent faire remonter les informations. C'est d'où l'importance aussi d'avoir des mécanismes d'alerte assez complets qui permettent de faire remonter l'existence de risques. Donc, à ce niveau-là, c'est assez différent. Je pense que peut-être Clara voudrait aussi potentiellement rajouter quelque chose, et Célia aussi, n'hésitez pas. Oui, bonjour, Clara Gonzalez de Sherpa. Je pense que c'est effectivement important de souligner que le fait d'inclure les parties prenantes, c'est prévu par la loi. Donc ça va même au-delà de la recommandation de la société civile. C'est le processus que doivent suivre les entreprises pour établir leur plan de vigilance. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des grosses entreprises, qui sont les seules qui sont couvertes par cette loi, avaient déjà divers processus de reporting ou de RSE interne. Et donc, avait quand même déjà eu un certain temps, ça fait longtemps que la question de la responsabilité sociale et environnementale des sociétés est un sujet et un débat et aussi comporte des obligations juridiques, légales. Et donc, aujourd'hui, elles peuvent s'organiser en interne, elles peuvent aussi faire appel à des cabinets qui sont spécialisés. Et la réalité aussi des moyens de leur organisation, c'est que pour optimiser fiscalement, pour créer des systèmes capitalistiques extrêmement complexes avec des sociétés offshore, etc., elles sont très fortes. Donc, a priori, elles devraient aussi être capables d'évaluer les risques qui sont présents sur leur chaîne de production. Et surtout, il y a un point qui est très important à souligner dans le cadre de cette loi, c'est que si on a une activité, si on la gère bien, normalement, on est capable d'anticiper les risques de cette activité. Et donc, si on n'est pas capable d'anticiper les risques, le principe pour une entreprise, ce serait a priori de ne pas effectuer
ou mettre en œuvre cette activité. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une autre question avant que je passe à la suite. Je crois que Martin Laff a précisé sa question. Je cite, si je comprends bien, pour l'instant, dans l'hypothèse où l'entreprise a un plan de vigilance béton et respecte ses obligations en amont, elle pourra toujours, dans les faits, continuer d'émettre des gaz à effet de serre sans respecter l'accord de Paris. Est-ce bien cela? Question de Martin Laff. Est-ce que notre affaire à tous qui a fait la présentation sur Total Climat veut répondre sur ce point et effectivement la difficulté de rendre contraignant l'accord de Paris, qui est un enjeu aussi fondamental dans ce dossier. Quelqu'un de notre affaire à tous. On t'entend pas, Célia, pardon. Il faut que tu te démutes. Pardon, j'ai oublié. Je commence par la question de Martin sur le cas d'une entreprise qui aurait un plan de vigilance conforme sur la forme, mais qui ne l'appliquerait pas. En fait, tel que le devoir de vigilance est rédigé, en fait, il prévoit également une mise en œuvre. C'est pas seulement une obligation formelle de mettre un plan, c'est aussi une obligation d'appliquer les mesures qui sont inscrites dans ce plan. Alors, il y a encore 2 questions sur le projet Total en Ouganda, notamment sur comment est financé ce projet et à quelle étape de l'instance à quelle étape de l'instance on est au niveau Total Ouganda. Alors Thomas, vous parlez super fort et bien. Merci beaucoup. Alors déjà, désolé pour le son. Alors, au niveau du financement, c'est principalement les Amis de la Terre et Survie, principalement les Amis de la Terre, puis en second plan Survie qui a financé, les ONG ougandaises beaucoup moins. Au niveau de Survie, on ne reçoit aucune subvention, donc c'est que des fonds propres de l'ASSO. Au niveau des Amis de la Terre, ils ont reçu 3 subventions. Je laisserai des collègues de l'Amis de la Terre répondre éventuellement. De toute façon, je pense sur leur site, c'est public. Mais donc voilà. Au niveau d'où on en est, donc le 30 janvier dernier, il y a eu délibéré du tribunal de Nanterre donc en première instance, qui donc nous a débouté au niveau de la compétence du tribunal, ce que donc Total demandait, pour envoyer l'affaire sur le tribunal du commerce. Et donc sur ça, on a fait appel. Donc là, on est en phase d'échange des écritures. Donc on a envoyé nos écritures à Total pour faire appel. Total va répondre, on va pouvoir répliquer, etc. Et donc l'audience, par la suite, aura lieu le 24 juin à la cour d'appel de Versailles. Donc voilà où on en est. Alors, on t'entend plus du tout, du tout. Donc, vous n'avez pas entendu ma réponse? Si, je pense juste qu'il avait fini sa réponse. Ah, ok, parfait. J'ai l'impression que ça avait coupé un peu, c'est peut-être de mon côté. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Juste, je crois que la personne qui a posé la question sur les financements de l'affaire Ouganda parlait des financements du projet en lui-même. Ce que je disais, au niveau des financements, c'était en lui-même, c'est Survie, c'est les fonds propres de Survie pour payer les avocats. Au niveau de l'enquête, c'était du travail bénévole. Donc l'enquête, c'est moi qui l'ai menée pour Survie et les Amis de la Terre. Donc ça, c'était du travail bénévole. Les avocats, c'est les fonds propres, sans subvention. Et après, au niveau des Amis de la Terre, donc voilà, il y a 3 subventions, mais je ne peux pas vous dire les noms des. Je crois qu'il y a la fondation FPH, et il y a 2 autres, mais je ne peux pas vous dire. Je suis désolé. Il faut demander aux Amis de la Terre. Une question, à mon avis, peut-être Clara
pourra y répondre ou d'autres. Y a-t-il des précédents de retournement de la charge de la preuve, notamment dans le secteur humanitaire? Si oui, ce motif humanitaire pourrait-il s'appliquer ici, puisqu'il s'agit de protéger les communautés et l'environnement? Alors, de mémoire, du moins sur le devoir de vigilance, il n'y a pas encore eu de renversement de la charge de la preuve, puisqu'il n'y a pas eu encore de jurisprudence sur le sujet. Mais est-ce que de manière générale, pour motif humanitaire, c'est déjà arrivé en droit français qu'il y ait des retournements de charge, des renversements pardon, de la charge de la preuve? Pardon, débloque bien ton micro, pardon. Merci. Je complète ma première réponse d'abord sur la question des plans de vigilance et de l'organisation concrète des entreprises. Il faut savoir qu'elles sont quand même un peu aidées par la société civile et que Sherpa a notamment publié un guide qui s'appelle le guide de référence des plans de vigilance, qui est accessible sur notre site à tous, et donc qui ne se veut pas une recommandation du plan de vigilance type, parce qu'on pense que ça, c'est aux entreprises de les établir et ensuite aux juges d'en juger en termes de pertinence et de respect des obligations légales qui sont imposées, mais qui se veut un outil d'aide à la compréhension et notamment du périmètre d'application de cette loi et de ce qu'on peut entendre par certains termes techniques qui sont compris dans la loi. Et évidemment, nous, on défend une interprétation qui est assez large au sens de l'esprit de la loi telle qu'elle a été adoptée. Sur le renversement de la charge de la preuve, il y a en fait certains cas en droit français, là comme ça je ne peux pas vous citer, mais qui permettent ce type de renversement de manière légale, c'est-à-dire prévu par la loi, mais il y a aussi la capacité pour le juge, en établissant des présomptions, de renverser la charge de la preuve. C'est-à-dire si je vais devant le juge civil avec un dossier et je lui apporte la vraisemblance de la véracité de ce que j'affirme, je peux obtenir, c'est pas évident, et je pense pas que ce serait le motif, alors ce que vous appelez le motif humanitaire, qui pourrait se référer à, par exemple, des questions d'impact sur les droits fondamentaux. Aujourd'hui, on n'a pas de jurisprudence qui dit qu'en matière de droits fondamentaux, par exemple, et d'impact, quand on va devant le juge civil, on peut favoriser le renversement de la charge de la preuve, mais ça va se jouer dans un contexte de preuves qu'on doit quand même apporter, hein, parce qu'on ne peut pas arriver les mains vides devant le juge. Et si j'apporte une forme de vraisemblance des faits, que je convainc le juge que, bon, a priori, par exemple, il y a un problème sur telles opérations, et moi, je n'ai pas les moyens de me rendre sur place et de tout prouver, mais là, je vous montre que ce problème existe. Et maintenant, je vous demande de demander à l'entreprise, à elle, de prouver que ce que je dis n'est pas arrivé. Ça peut arriver. Et donc là, c'est créé de manière jurisprudentielle, mais voilà, c'est pas automatique et c'est assez compliqué. Merci beaucoup. Oui, je complète. En effet, il y a dans certains domaines très précis, mais ce n'est pas pour des motifs humanitaires, où il peut y avoir des renversements de charge de la preuve ou alors des présomptions qui sont établies. En matière médicale, il y a quelques exemples aussi qu'on peut trouver. Mais alors, pour motif humanitaire stricto sensu, j'en ai jamais entendu parler. Enfin, du moins, ça n'a pas encore été développé en termes de jurisprudence. Alors après, ça peut être une piste de réflexion sur la question du devoir de vigilance. Alors, je continue pour les questions, et il y en a encore quelques-unes. Alors, c'est sur l'affaire Total Ouganda. Donc, pour Thomas, je n'ai pas compris quel avait été l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles sur le référé. Qui avait saisi en référé le renvoi devant le tribunal de commerce? C'est incompréhensible. Je ne sais pas si tu as un... Alors, pardon, c'est peut-être pas... Alors, ce sont les ONG qui ont déposé l'appel. Pour l'instant, il n'y a pas eu de... Donc, pour dire que nous, on considérait bien que c'était le tribunal civil qui était compétent et non le tribunal de commerce, comme le tribunal de Nanterre en première instance a renvoyé. Donc, on a fait appel et donc on n'a pas eu encore l'audience. Donc, la Cour de Versailles n'a pas encore statué sur cet appel-là. Parfait. Et j'enchaîne juste sur une autre question qui est également sur le projet Total Ouganda. La question est de savoir si le projet donc de Total en Ouganda a été financé par des banques françaises et du coup, si elles peuvent être potentiellement concernées par la procédure.
Non. Ok, désolé. Donc, quand on parlait du projet, du financement, c'était ça donc la question et pas des assos. Non, le projet Total n'est pas financé par des banques françaises. Il est principalement par deux banques. Ouais, là, j'ai l'impression, ouais, soit tu as fini, soit tu as coupé de manière un peu abrupte. Alors, on t'entend pas du tout. Vous n'entendez pas du tout? Ah, c'est bon, ça revient. Ok. Donc, ouais, les principaux financeurs sont donc, ouais, japonais et sud-africains, donc rien à voir avec les banques françaises. Ok, super. Merci pour les précisions. Alors, on enchaîne sur la troisième et dernière partie et on fera une dernière session de questions à la fin de cette partie. Comme ça, vous pourrez aussi poser des questions sur le cas Perenco. Et donc, du coup, je laisse la parole à Clara et je mets le slide. Merci, j'attends que le slide s'affiche et j'en profite pour remercier notre affaire à tous d'avoir organisé ce webinaire. Tu peux me dire, Laure, quand on voit la slide, je peux me lancer. Oui, c'est bon, c'est parfait. Ok, super. Oui, donc là, effectivement, ce que vous voyez, c'est qu'on vous a présenté ce que c'était la loi sur les devoirs de vigilance. On vous a présenté deux cas d'application concrètes, alors qui se limitent pour le moment, pour ce qu'on vous a présenté, à l'industrie extractive. Et on vous propose, pour peut-être ouvrir un peu au-delà de cette loi, qui ne doit être qu'une étape dans la construction d'un cadre juridique contraignant les multinationales à respecter les droits humains et l'environnement, on vous présente l'exemple d'un cas qui concerne une entreprise pétrolière, donc aussi de l'industrie extractive, qui s'appelle Perenco, un dossier qui est porté par Sherpa et les Amis de la Terre. Alors, tu peux passer la slide. Sur les limites de la loi en elle-même, Juliette est déjà pas mal revenue. Alors, c'était intéressant la question sur le renversement de la charge de la preuve, parce que comme Juliette vous l'a dit, c'était initialement dans la première proposition de loi, donc je vous ai mis la PPL de 2013, qui était proposée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a porté quelque chose qui était très large et très contraignant et qui aurait permis vraiment de saisir la question de l'impunité des multinationales, et qu'on s'est retrouvé avec une loi qui a tout de même aujourd'hui certaines limites. Donc parmi ces limites, on vous l'a dit, le champ d'application, le périmètre de l'obligation aussi. Et initialement, nous, on portait une obligation générale de vigilance, avec une responsabilité non seulement civile avec le renversement de la charge de la preuve, mais aussi une responsabilité pénale. Alors, dans les débats, il faut savoir que la question de plan, quand elle est intervenue, elle a été présentée comme un moyen de faciliter l'accès à la preuve. Il faut savoir que quand on lutte contre des entreprises, des grosses multinationales, l'un des enjeux primordiaux, c'est évidemment l'accès à l'information et l'accès à la preuve. On parle de méga structures qui opèrent loin, puisque là on parle des dommages qui sont à l'étranger, dans des zones parfois de conflit où l'état de droit n'est pas garanti, où c'est compliqué d'enquêter, comme vous l'a présenté notamment Thomas pour le cas de survie. Et donc, il a été argumenté que le plan, finalement, serait une source de preuves. Et donc, que ça faciliterait l'accès à la justice. Alors, quand on voit aujourd'hui ce que les entreprises publient et les plans de 2-3 pages, on n'est pas certain que ce soit réellement efficient. Et je vous ai mis aussi l'obligation de reporting extra-financier, parce que c'est une autre obligation qui existait avant l'obligation de publier un plan de vigilance, qui oblige certaines entreprises, le champ est beaucoup plus large, à publier un reporting extra-financier, et donc qui intègre des impacts sur les droits humains et sur l'environnement. Et ce qu'on voit avec ces reportings, d'abord, c'est qu'on y accède très difficilement, alors qu'on devrait pouvoir y accéder. Et ensuite, si je prends le cas Perenco, qui est celui dont je vais vous parler, on a une entreprise française qui est dans le champ d'application, plus de 500 salariés, plus de 100 millions de chiffre d'affaires, et qui ne publie pas de reporting extra-financier. Voilà, les plans ou les reportings comme accès à la preuve, ça reste quand même très limité, et ça ne semble pas être un bon argument.
Sur le fait qu'on n'a pas de liste aujourd'hui des entreprises soumises à la loi, je voulais juste vous renvoyer très rapidement vers un site qu'on édite à Sherpa avec des partenaires dont le CCFD, donc c'est plan-vigilance.org. Et donc, on établit un répertoire d'identification de la société civile, puisque les pouvoirs publics ne s'en chargent pas, et que les entreprises gardent quand même beaucoup d'informations encore secrètes, et on essaye d'identifier. Si vous cherchez le nom d'une entreprise dans ce site, vous pouvez voir si elle a publié ou pas un plan, si elle est couverte ou pas par la loi, et on publiera bientôt des analyses de plans, notamment dans le domaine de l'industrie extractive. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a une entreprise qui n'est pas couverte par la loi sur le devoir de vigilance, quel est le cas de Perenco, et qu'on peut l'attaquer en justice? Il faut qu'on développe des stratégies de contournement, il faut qu'on innove. C'est ce qu'on fait à Sherpa depuis 20 ans. Alors, c'est la slide d'après. Avec la slide d'après qui arrive. Alors, en fait, je pense qu'on a loupé une slide. Le droit en mouvement. Ah, alors, c'est peut-être pas le PowerPoint qui était dans... Alors, bon, je vais revenir dessus rapidement avant de revenir sur le cas. Je voulais insister sur le fait que quand on veut s'attaquer à la question de l'impunité des multinationales, on ne peut pas rester avec un droit fixe. Nous, on se bat depuis 20 ans pour faire évoluer les choses. Et la loi sur le devoir de vigilance, on a mis 10 ans à l'avoir. Le résultat n'est pas celui qu'on avait escompté initialement. Donc, c'est très bien. On l'a, c'est une étape, c'est un test. D'ailleurs, la France est souvent présentée comme un pays cobaye. Maintenant qu'on l'a, on va l'expérimenter devant les tribunaux. Les juges vont l'interpréter. Et il faut maintenant qu'on aille plus loin, parce que toutes les entreprises ne sont pas couvertes. Et on a différents moyens d'action. J'en présente deux rapidement. D'abord, c'est les stratégies contentieuses. Donc, ça va être le cas avec le cas Perenco et tous les dossiers que comporte Sherpa. Et puis, il y a le plaidoyer. Et donc, par exemple, pour l'Union européenne, il y a un plaidoyer en ce moment et il y a déjà un projet de toute façon de faire passer une directive sur le devoir de vigilance au niveau européen qui irait plus loin que la loi française. L'idée, c'est d'apprendre de l'expérience française et de corriger les erreurs du texte qui est passé et qui, on le voit, présente certaines limites. Et sur les stratégies contentieuses, moi, je voudrais insister aussi sur l'importance dans les prochaines années de continuer à innover, c'est-à-dire à soumettre des cas qui ne sont pas évidemment uniquement fondés sur la loi sur le devoir de vigilance, et de continuer à creuser les outils que le droit nous donne et d'aller titiller de la jurisprudence alors en espérant tomber évidemment sur des juges innovants, mais c'est le cas, et on le voit aujourd'hui, que les juges sont de plus en plus réceptifs à la judiciarisation des actions de la société civile. Je prends un exemple, mais là, la décision qu'on a eue en référé sur Amazon, qui était à l'initiative des syndicats, mais aussi à laquelle les annulateurs s'est jointe, ça montre aussi que les juges, maintenant, ils ont compris que les syndicats, la société civile aussi, avaient un rôle à jouer, peut-être en étant les garde-fous et un rempart face à l'impunité dans laquelle opèrent des méga-structures. On peut passer, donc, à la slide suivante, le cas Perenco. Avant de vous présenter le cas plus en détail, je voudrais juste revenir sur la notion d'industrie extractive, qui est donc la thématique, le fil rouge de ce webinaire, pour vous présenter peut-être un peu mieux ce qu'on entend par industrie extractive et pourquoi c'est un milieu où l'impunité est un peu la loi. D'abord, donc, l'industrie extractive, ça va regrouper toutes les entreprises qui extraient des produits minéraux à l'état présents à l'état naturel dans le sol ou ailleurs, donc sous forme solide, c'est les minerais, liquide, le pétrole, ou gazeuse avec le gaz naturel. C'est des entreprises qui ont la particularité, particulièrement dans cette industrie, d'être particulièrement énormes. C'est des processus qui sont très techniques. Et concrètement, aujourd'hui, l'industrie extractive, elle fait tourner l'ensemble des rouages du capitalisme mondialisé. On prend un exemple, c'est le transport. Ou alors le minerai, par exemple, pour faire tourner les robots et la téléphonie. Le jour où les pétrolières arrêtent de fonctionner, concrètement, la mondialisation capitalisée n'existe plus. Et donc, on parle souvent des majors de l'industrie pétrolière, que sont
dont Total fait partie. C'est une industrie aussi qui est très technique, avec des expertises qui sont très complexes pour mener les opérations, et donc un savoir-faire qui est peu accessible par les ONG, mais aussi par les juges, et notamment sur la compréhension des risques et des opérations dommageables. Je vous parle de ça parce que, par principe, l'extraction, c'est une attente faite à la terre. On va extraire des produits que la terre produit naturellement. Et donc, on a un encadrement légal lors du droit mou et du droit dur qui prévoit que, naturellement, cette industrie, telle qu'elle opère, a des impacts qui sont concrets et négatifs pour la planète, mais qui sont autorisés pour la bonne marche de cette industrie et de notre économie telle qu'on l'a conçue jusqu'à présent. Et puis, il y a un ensemble d'impacts pour l'environnement notamment, qui sont sûrement pas prévus, mais qui ont lieu dans de nombreux cas d'opérations de minerais ou de pétrole, et distinguer entre les impacts négatifs qui sont autorisés et ceux qui ne sont pas autorisés, ça peut être compliqué pour des personnes qui n'ont pas accès au savoir technique de ces entreprises. Donc sur le cas Perenco, très concrètement, on est face à une pétrolière qui se dit et qui est dite familiale. Pourquoi? Parce qu'elle est contrôlée par une famille depuis sa création, la famille des Perrodo. Donc initialement le père fondateur et puis maintenant ses enfants et sa veuve. Donc c'est une holding tout en haut du groupe détenu par les Perrodo qui détient cette petite société familiale qui fait quand même un chiffre d'affaires mondial de 5 milliards d'euros. Donc on n'a pas affaire à une petite société, vous vous en doutez. Ils opèrent en Europe, ils opèrent en Amérique latine, ils opèrent en Afrique. Ils ont une petite spécificité, ils aiment beaucoup opérer dans l'ombre et dans des États et dans des zones d'où les majors sont partis, notamment parce qu'elle avait estimé que les risques pour les droits humains, pour la corruption, étaient trop importants. Quand une major s'en va, Perenco arrive, rachète le champ de pétrole et vient soit l'exploiter s'il ne l'était pas encore, soit l'épuiser avec des techniques particulières qu'elle a développées voilà, derrière la major. C'est une société qui est souvent visée par des accusations, qui a été souvent visée, qui l'est encore par des accusations de pollution grave, mais aussi de corruption, mais qui opère dans une opacité totale. Sur le cas de la RDC, très concrètement, on a une société Perenco qui est l'unique opérateur pétrolier de la République démocratique du Congo. Alors, ils exploitent uniquement à l'ouest, dans une zone qui est peu connue de la RDC, Moanda, qui est la côte atlantique de la RDC. Donc, voilà, là, je vous donne des informations un peu sur la zone. C'est une zone où Perenco a un pouvoir économique qui est exorbitant et donc sûrement proche du pouvoir en place. Alors, c'est une société qui était très, très proche du régime de Kabila, qui est l'ancien président de la RDC. Maintenant qu'il y a un nouveau président qui a été élu l'an dernier, Félix Tshisekedi, on n'est pas très sûr de son positionnement vis-à-vis de ce président, mais en tout cas, on est sûr qu'elle était très liée au régime Kabila, qui favorise évidemment de pouvoir opérer dans une certaine impunité dans un pays comme la RDC, qui est ravagé par les conflits, surtout pour la partie Est depuis des années, et où l'état de droit n'est pas réellement garanti. Sur les impacts concrètement de ces opérations, alors c'est une société qui opère à la fois en offshore et en onshore. Donc offshore, ça veut dire sur la mer, et onshore, c'est les puits de pétrole qui sont sur la terre. Et donc on a des dommages qui sont dénoncés depuis des années, particulièrement documentés par un rapport du Sénat congolais qui a conclu à une pollution des eaux, à une pollution de l'air et à une pollution des sols. Et donc, je vous ai donné quelques exemples d'activités dommageables qui sont cités notamment par ce rapport. Donc, c'est des pipelines, c'est-à-dire des tuyaux qui sont endommagés, qui provoquent des déversements de pétrole. Et il y a aussi la pratique de la torchère du gaz, qui ne serait pas faite de manière conforme aux recommandations. Et donc, le torchage du gaz, c'est pour extraire le gaz qui naturellement en fait ressort quand on extrait du pétrole du sol. Et voilà, c'est très encadré parce que ça peut être très polluant
l'air, et en particulier si on met cette enchère très proche des communautés qui sont installées autour. Alors, quand on a construit ce dossier, donc après avoir été alerté par des activistes congolais de la situation sur place et du fait qu'eux, ils étaient face à cette impunité et à l'impossibilité d'utiliser les voies de droit en RDC, on s'est rendu compte que l'obstacle principal qu'on avait face à cette entreprise, c'était l'opacité totale concernant le fait d'identifier qui dirige les opérations. Perenco, en RDC, elle est perçue comme une société française, elle se présente comme une société française auprès des pouvoirs publics, des communautés. Mais quand on va voir Perenco en France, donc il y a une société qui s'appelle Perenco SA, Perenco nous dit ah non, mais moi, j'ai rien à voir avec les opérations. De toute façon, c'est pas nous qui dirigeons. On peut passer à la slide suivante, que je vous explique pourquoi on sait ce que nous dit Perenco. C'est que avant d'aller attaquer la société au fond, on s'est dit qu'on allait tenter d'utiliser une procédure, alors qui ressemble un peu à la discovery ou la disclosure, qui sont des procédures américaines et anglaises, c'est-à-dire une procédure qui est permise par le Code de procédure civile et qui nous permet, en tant que future partie à un procès, de demander au juge de nous donner accès aux locaux de Perenco et d'aller saisir des documents, sous réserve qu'on ait convaincu le juge que ces documents ils allaient être nécessaires à la solution d'un futur litige. Ce qui est très intéressant avec cette procédure, c'est qu'elle peut être effectuée de deux manières. Et nous, on a d'abord utilisé la première, c'est sur requête, et ça veut dire qu'on est allé voir le juge sans prévenir Perenco, qui est une exception au principe du contradictoire qui gouverne la procédure civile, mais qui est autorisée par le Code. Et on a demandé au juge de nous autoriser à aller saisir ces documents par surprise dans les locaux de l'entreprise. On a obtenu l'autorisation, donc l'ordonnance en août 2019. Très concrètement, qu'est-ce qu'on cherchait à obtenir? C'est des documents qui nous permettaient de prouver que la société française contrôlait effectivement et était effectivement partie prenante dans la gestion des activités en RDC. Et on a tenté de faire exécuter cette mesure en septembre. L'huissière que nous avons mandatée, puisque ce n'est pas nous qui pouvons nous rendre directement sur place, en fait, elle s'est retrouvée dans le hall de l'entreprise et on lui a dit vous ne rentrerez pas. Alors, la spécificité, c'est qu'on est au civil et on n'est pas au pénal. Donc, on ne peut pas appeler, c'est pas une perquisition, on ne peut pas appeler la police et leur dire là, il faut forcer la porte, on a absolument besoin de ces documents. Donc, on peut juste appeler la police et leur demander de constater le refus, qui évidemment ne sera pas très avantageux pour Perenco dans le futur dossier, mais qui tout de même, de toute façon, nous a empêché d'accéder aux documents s'il y en avait de facto. Et donc, on s'est retrouvé face à une entreprise qui s'oppose à une décision de justice française exécutoire de plein droit sur le sol français. Et moi, je trouve que c'est très significatif sur le niveau d'impunité dans lequel la société pense pouvoir opérer. Alors, on a refait la même demande devant le juge. Cette fois, on est en contradictoire puisque de toute façon, Perenco était au courant de ce qu'on voulait. Donc maintenant, on est en contradictoire. Aujourd'hui, je peux vous parler de l'action qu'on va faire parce que de toute façon, on a dû la présenter devant le juge et devant Perenco pour justifier qu'on avait besoin de cette mesure. Et donc, Perenco sait que nous, on a prévu de l'attaquer plus tard en justice. Et on est aujourd'hui en appel. On avait refait une demande de mesure qu'on n'a pas obtenue. Et donc, on a fait appel. Et avec le Covid, c'est possible qu'on soit un petit peu retardé. Enfin, c'est le cas d'ailleurs pour l'audiencement de l'appel, qui en viendra un petit peu plus tard. On peut passer à la slide d'après. Et donc, j'en arrive à l'action au fond qu'on a conçue à Sherpa et qui doit s'inscrire dans le prolongement de cette première action qu'on avait faite pour tenter d'obtenir des documents. Évidemment que, de toute façon, c'est ce que je vous disais, l'obstacle premier quand on veut s'attaquer à une multinationale, et surtout sur un sujet complexe, ça va être de trouver qui prend la décision. C'est pareil en matière pénale, mais c'est d'autant plus dur en matière civile qu'on n'a pas les services d'enquête et un juge d'instruction pour nous aider à remonter à l'information. On a besoin de savoir qui prend la décision parce qu'on ne
parle bien de concept de responsabilité, que ce soit en matière pénale ou en matière civile, et donc qui est responsable. En fait, il ne suffit pas de dire c'est la société, c'est le groupe. Il faut aller beaucoup plus dans le détail quand on est en matière juridique. Et évidemment, les sociétés, elles sont très très fortes pour faire ce qu'on appelle de la dilution de responsabilité et mettre en place plein de systèmes, alors à la fois structurels, décisionnels, à la fois capitalistiques, qui vont permettre de diluer la responsabilité au sein d'un groupe qui devient très très vaporeux. Et là, évidemment, on doit user de diverses ressources, comme une action contentieuse ou comme de l'enquête, pour accéder à cette information. Nous, ce qu'on veut faire avec cette action, c'est la première action civile pour préjudice écologique. On vous parlait déjà un petit peu de notre affaire à tous, à l'étranger. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur un fondement qui est le régime de l'article 246 et suivant du Code civil. Alors, l'article 246, 247 prévoit qu'une personne qui porte atteinte à l'environnement peut être tenue responsable pour cette atteinte. Et l'article 247 vous définit l'atteinte, hein, donc une atteinte non négligeable aux éléments et aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés de l'homme par l'homme de l'environnement. C'est évidemment une avancée majeure de faire rentrer le préjudice écologique dans le Code civil, puisque c'était la première fois qu'on reconnaissait cette atteinte vraiment en elle-même, au-delà des impacts qui peuvent avoir lieu sur les êtres humains autour d'une activité dommageable. Je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à aller voir le webinaire de Sébastien Mabille qui a été organisé par notre affaire à tous et qui est accessible sur Facebook. On a évidemment des obstacles qui sont factuels que je vous présentais, et puis on va aussi avoir des obstacles qui sont juridiques, qui sont toujours le cas quand on s'attaque à une société pour des activités dommageables à l'étranger, et si on n'utilise pas la loi sur le devoir de vigilance, hein, qui permet maintenant de dépasser cet obstacle-là. C'est question de compétences, c'est question de loi applicable. Et puis là, on va aussi vraiment aller chercher ce que j'ai appelé la capacité d'innovation jurisprudentielle, parce qu'on est dans un cas de figure inédit. Il n'y a pas encore eu de condamnation d'une société française pour les activités d'une autre société à l'étranger sans lien capitalistique direct entre les deux. Or, ce qui est le cas, en fait, puisque Perenco a constitué son groupe de manière complètement disparate. Mais nous, ce qu'on veut argumenter, c'est que la responsabilité doit revenir à la personne qui contrôle et qui tire profit des opérations. Sinon, on ne pourra jamais remonter à la source de la responsabilité dans des cas similaires. Et donc, je fais référence à la notion notamment de duty of care qui existe dans le droit anglais, qui a supposé une certaine capacité d'innovation jurisprudentielle de la part des juges de la common law. C'est évidemment plus simple parce que c'est un droit qui est beaucoup construit sur la jurisprudence, le case law. En droit français, nous, sans rentrer dans le détail, on estime qu'aujourd'hui, on a des éléments qui nous permettent d'argumenter pour un devoir de vigilance environnementale du droit commun. Et vous voyez qu'on retombe un peu sur ce qu'on portait aussi dès 2013 dans la proposition de loi sur le devoir de vigilance. C'est vraiment d'aller chercher à élargir le champ d'application des responsabilités, des obligations pour enfin lutter contre l'impunité des entreprises pétrolières et extractives. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était super intéressant et c'est clairement un cas qu'il faudra suivre. Je ne sais pas, du coup, quelles sont les prochaines dates, pardon, juste pour que tu précises ça. Maintenant, on ne sait pas, c'est en stand-by suite à la période de confinement, c'est ça? Alors, pour l'audience de l'appel en référé sur la procédure 145, on n'a pas encore la date qui est fixée par le tribunal judiciaire, on l'aura bientôt. C'est possible que ça nous emmène un petit peu loin alors que c'est censé être jugé le 2 avril dernier. Et pour l'action au fond, Et pour l'action au fond, c'est pour bientôt. D'accord, super. Merci beaucoup. Alors, on enchaîne sur quelques questions du coup pour finir. Je reprends les questions, ou si Avril, tu les as.
Ah, non, je crois que c'est bon, j'en ai. Lisa, c'est bon? Super. Alors, il y a une question, c'est pensez-vous que c'est possible d'engager des actions judiciaires dans les pays où les grandes entreprises des secteurs extractifs font des investissements? Je ne sais pas si une d'entre vous veut répondre, pardon. Mais pour moi, c'est clairement une possibilité qui est ouverte par la loi, dans le sens où les activités d'investissement ou de financement d'une entreprise, si elles comportent des risques d'atteinte grave aux droits humains, à l'environnement ou à la sécurité et à la santé des travailleurs, elles doivent être intégrées dans le plan de vigilance. Notamment, alors, ce n'est pas du tout sur la question des industries extractives, mais sur toutes les entreprises du secteur bancaire. C'est un point sur lequel on travaille pour le benchmark, pour qu'elles prennent en compte les risques compris dans leurs activités de financement, sur notamment ce que vont faire les personnes financées par le secteur bancaire. Je ne sais pas si vous voulez ajouter une précision quant à cette question. Est-ce que la question précisément, c'est est-ce qu'on peut aller faire des actions en justice dans les pays des impacts dommageables, ou est-ce que c'est dans les pays de réalisation des impacts, ou la question est différente? Alors, je pense que non, c'était de remonter dans les pays où l'entreprise qui fait des investissements, alors pas dans le pays de l'impact, pas dans le pays de réalisation du dommage, mais dans le pays siège de l'entreprise qui réalise les investissements. Oui, mais si c'est ça la question, effectivement, on a là 3 exemples de cas contentieux qui ont été donnés qui permettent de voir que c'est possible. Est-ce que ça marche? L'avenir nous le dira. Après, il y a d'autres cas contentieux qui ne sont pas que sur les devoirs de vigilance et qui sont en cours, notamment devant les tribunaux pénaux. Si vous voulez aller voir les actions que porte Sherpa, comme le cas Lafarge, le cas Vinci, voilà, qui sont en cours d'instruction. Et si la question c'était dans les pays des impacts dommageables, ça peut être très intéressant de coupler une action contentieuse dans le pays de la maison mère et dans le pays de l'opération, là où la société implémente concrètement les opérations est basée. Mais l'obstacle le plus fréquent et qui justifie qu'aujourd'hui on développe vraiment des outils qui vont venir permettre de saisir les sociétés mères et les sociétés de contrôle, c'est l'accès à la justice, qui n'est pas garanti dans malheureusement encore de nombreux pays, notamment où ces sociétés opèrent, et en particulier, je veux dire, pour les pétrolières et pour les minerais, on parle souvent de la malédiction des ressources, c'est-à-dire comment ces pays qui sont extrêmement riches et fournis en matières premières sont à côté dans des états de paupérisation ou de pauvreté dramatique, ravagés par les conflits. Alors oui, la ressource minière et pétrolière, en fait, elle génère aussi le conflit parce qu'elle est une source financière énorme. Mais je pense que pour contribuer justement au renversement de la malédiction des ressources, il faut renforcer la responsabilité de la société qui dirige, de la société qui tire le profit et qui, elle, est située dans un pays où, heureusement, les systèmes juridiques sont parfois un peu mieux développés. Côté Sherpa, est-ce que vous, en fonction de chacun des cas, est-ce que vous essayez d'appuyer systématiquement une action sur place ou pas? Alors, pas directement via Sherpa, mais des fois via des associations locales? Si c'est le cas, on peut tout à fait le faire et le soutenir, mais la réalité, c'est que la stratégie voulant viser la maison mère, alors d'abord, ne peut pas toujours forcément se coupler avec une action locale, parce que si on veut impliquer une responsabilité, on ne peut pas forcément impliquer l'autre. Et surtout, si je reprends les exemples qui sont déjà en cours d'instruction, Vinci et Lafarge, on n'est pas dans des états où c'est possible. Lafarge, c'est la Syrie, qui était encore en pleine guerre civile quand l'action a été déposée au sortir de la guerre, et qui aujourd'hui, voilà, malheureusement, ne s'est pas encore remise. Et de toute façon, concrètement, les victimes ne sont plus en Syrie, sont maintenant des réfugiés syriens en Europe. Et le Qatar, autant vous dire que c'est
c'est pas forcément envisageable. Déjà, aller sur place, c'est compliqué. Et les droits syndicaux, enfin, il n'y a pas de syndicat autorisé sur place. La société civile non plus. Donc, c'est compliqué. Super, merci beaucoup. Alors, je reprends la liste des questions. Alors, sur l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, on avait déjà répondu. Et Thomas, je pense, a répondu. Et sur la responsabilité civile, alors je pense qu'on avait aussi déjà répondu à cette question. Est-ce que la responsabilité civile ne concernerait que l'absence de plan de vigilance ou l'élaboration d'un mauvais plan, mais aucune responsabilité civile si l'entreprise contrevient ensuite à son propre plan de vigilance? C'est bien ça. Comme Célia l'avait dit, en effet, le devoir de vigilance n'impose pas seulement le fait d'établir un plan de vigilance, mais aussi de le mettre en œuvre. Donc, il ne faut pas se contenter de publier un plan qui cocherait des cases, mais il faut non seulement le mettre en œuvre, mais établir un rapport sur sa mise en œuvre et se baser sur des objectifs chiffrés, sur des indicateurs pour pouvoir montrer qu'il y a eu des mesures qui ont été faites en ce sens. Alors, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Avril, tu me confirmes? Alors, oui, non, j'en vois pas sur le Facebook ni sur le Zoom. Donc, non, a priori, il n'y a plus de questions. Super. Bon, bah, en tout cas, merci à toutes et à tous. Merci du coup à Clara, à Thomas, à Juliette, à Célia, Avril, côté Nat, et merci à Nina qui a animé technologiquement la séance. C'était super, merci beaucoup. Si vous avez des questions, je pense que vous avez tous nos contacts via nos pages Facebook et via nos comptes Twitter et autres, donc on peut toujours faire le suivi à ce niveau-là. Et on a hâte d'avoir plus de nouvelles sur les affaires Ouganda, Total Climat et Perenco. Ça s'annonce être assez passionnant d'un point de vue juridique et potentiellement ouvrir de nouvelles choses en matière de responsabilité des sociétés, notamment dans le domaine extractif. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Laure. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée.